bonjour à tous et bienvenue pour cette 16e écoute commentée qui n'est plus confinée, du coup qui est déconfinée, puisque en tout cas ici à partir de Paris, on respire un tout petit peu, hein. On nous a laissé un peu ressortir, travailler, vagabonder, mais évidemment la maladie est toujours là et j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas connecté ensemble. Comme je vous l'avais dit à la dernière écoute commentée que j'ai faite il y a un peu plus de 2 semaines, on est aussi en période de Ramadan, donc du coup, on ralentit aussi un peu les activités. Et parce que c'est aussi cette période du Ramadan et que surtout, dans 2 jours, samedi, Inch'Allah, c'est la fête. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une dernière écoute commentée qui est peut-être en rapport justement avec cette période du Ramadan. Et qu'est-ce qui est le mieux que de parler de musique et de lier ça à ce contexte-là, c'est de parler de musique qui a une identité, qui a une sensibilité presque spirituelle, voire ésotérique. Et je vais vous parler donc du coup de cet album-là, qui a été une réédition d'ailleurs en 2020 du catalogue Silart. Ce disque qui est sorti en 1980, qui est l'album Gouigui de l'Orchestra Baobab, le célèbre orchestre sénégalais qui a fusionné la musique afro-latine, comme on dit, cubaine, avec le folklore musical sénégalais, qui est donc l'Orchestra Baobab. Je pense que je n'ai même pas besoin de présenter cet orchestre tellement c'est un des orchestres les plus importants du paysage musical africain et qui est encore aujourd'hui en activité. Ils fêtent d'ailleurs en 2020 leurs 50 ans, vous imaginez bien. On fête les 50 ans de l'Orchestra Baobab. Et ce qui est assez formidable, c'est que je vais vous parler d'un album qui, moi, me tient énormément à cœur, donc qui est une réédition qui est sortie début de l'année 2020. Qu'est-ce que c'est qu'une réédition ? Une réédition, c'est quand un disque est sorti à une certaine époque et qu'on décide de le ressortir, de retravailler sur le son, sur le master, de retravailler sur la pochette originale et de faire en sorte que les contemporains puissent découvrir une œuvre de l'époque. Et donc, c'est ce qu'on appelle une réédition. Et pour l'Orchestra Baobab, du coup, c'est une réédition vinyle de ce disque-là, donc Gouigui. Voilà. Vous savez, je suis à la fois ici avec vous sur YouTube et à la fois ici sur Instagram. Donc, du coup, je monte la pochette sur les 2 plateformes. Donc, cette superbe pochette dont je vais vous parler un tout petit peu, qui illustre ce premier album studio, en réalité, de l'Orchestra Baobab, qui avait déjà sorti plusieurs disques, en réalité, enregistrés dans des clubs ou à la radio. Mais c'est le premier enregistrement studio sur le continent africain. Donc, c'est un disque qui a été enregistré à Dakar. Je vais vous raconter l'histoire juste après, de l'Orchestra Baobab, qui, en 1980, est un groupe qui existe déjà depuis à peu près 8-9 ans et qui est le groupe le plus connu, le plus populaire de la nouvelle scène musicale sénégalaise. Et le disque, il est produit par le jeune producteur de l'époque, qui est Ibrahima Silla, qui a à l'époque 23 ans et qui fait le pari fou musical, artistique et aussi financier de produire ce groupe qui est le plus en vogue. Et il sort ce disque-là en 1980, il l'enregistre à Dakar. Et c'est ce disque-là dont j'ai envie de vous parler, en particulier avec ce contexte-là dans lequel je vous parle, qui est mai 2020, parce qu'on est à l'époque et au moment du Ramadan. Et dans ce disque-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une chanson, une des chansons les plus connues, la chanson la plus connue de cet album-là, qui s'appelle Mouhamadou Bamba. Et Mouhamadou Bamba, ça parle de la figure spirituelle soufie de la confrérie mouride. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Comme vous le savez, en Afrique de l'Ouest, en Afrique sahélienne en particulier, et en Afrique aussi de l'Est, l'islam a pénétré dans ces régions-là dès l'arrivée des colonisateurs arabes au nord de l'Afrique et a pénétré de façon violente, hein, il faut le dire. Quand l'islam a pénétré, ça a d'abord pénétré par les élites. Ça a mis beaucoup de temps avant de pénétrer dans les populations parce que les populations avaient leur propre paradigme, leur propre spiritualité dans lesquelles ils honoraient leurs propres ancêtres, leurs propres terres, la nature, etc. Donc, c'était un autre paradigme. Et l'islam a mis du temps à pénétrer les populations
Et on parle souvent d'ailleurs même d'africanisation de l'islam à partir du XVIIIe siècle, en Afrique de l'Ouest notamment, parce que c'est ce qui a permis justement aux populations africaines, aux peuples, de s'identifier à une religion qui n'était pas leur religion en réalité, et qui n'était pas une religion qui honorait leurs propres ancêtres. Il faut aussi remettre ça dans un contexte où, au XVIIIe siècle, on est à l'époque où il y a encore la traite négrière, l'esclavage, donc on est en Afrique de l'Ouest sur des côtes, et comme sur les côtes, il y avait constamment le danger qui venait de ce commerce et de la traite négrière, du coup, qui venait de l'Europe et qui allait dans les Amériques. Il y a eu, à ce moment-là, ce contexte qui a fait qu'il y a eu des résistances. Et ces résistances, il faut le dire, se sont construites autour de personnalités religieuses et qui prenaient la religion musulmane pour pouvoir fédérer plusieurs populations africaines. On dit ethnie, c'est un terme que j'utilise pas beaucoup, mais pour plusieurs populations africaines. Et grâce, à cause, tout dépend le regard qu'on peut avoir, à cette religion, ça a pu fédérer des populations africaines qui ont pu du coup résister face à l'impérialisme et à l'impérialisme et l'esclavage et la traite négrière d'un côté, tout en sachant qu'à la même époque, il y a quand même toujours ce qu'on appelle l'esclavage arabo-musulman, que ce soit en Afrique de l'Est, et ce qui nous intéresse, c'est l'Afrique de l'Ouest, qui existait aussi, la traite transsaharienne, qui existait aussi, et tout ça faisait qu'il y avait un contexte qui était explosif. Et il y a eu des leaders, en tout cas politiques africains, qui ont pris le pouvoir et qui ont réussi à fédérer autour de l'islam. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fédérant les populations, chacun avec leur culture, chacun avec leur langue, chacun avec leur territoire et leur identité, ont créé des formes d'islam africanisé. Et c'est là où j'en viens au personnage de Mohamedou Bamba, qui est celui qu'on a appelé aussi Cheikh Ahmadou Bamba, qui est le fondateur du mouridisme. Le mouridisme, c'est une confrérie soufie spirituelle de l'islam proprement sénégalaise, donc qui est née à la fin du 19e siècle. Et Mohamedou Bamba, pourquoi il est connu? Il est connu parce qu'évidemment, il a permis aux Sénégalais de s'identifier à une religion qui, à la base, qui n'est pas une religion africaine, qui est l'islam, et dans une époque où aussi venait l'impérialisme français, et donc il a résisté, fédéré les populations sénégambiennes, si je puis dire ça comme ça, autour du mouridisme, et ça a permis effectivement de résister. Et Cheikh Mamadou Bamba, il est considéré comme un résistant en fait de la colonisation française, parce qu'il a été d'ailleurs exilé, déporté de force quand les Européens sont arrivés, parce qu'ils ne voulaient pas collaborer avec l'administration coloniale française au Sénégal. Donc, d'où la figure importante de ce personnage-là, qui est aussi une figure importante parce que dans le mouridisme, il y a le côté soufi, donc le côté retour spirituel, plus que dogmatique. Il y a aussi le côté de réhabilitation du travail de la... Aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, la question du mouridisme, le pèlerinage, ce qu'on appelle le pèlerinage, le Magal, c'est-à-dire le pèlerinage que les gens vont faire à Touba, où se trouve la grande mosquée de Touba, où se trouvaient d'ailleurs les fondateurs du mouridisme. C'est quelque chose d'extrêmement important, c'est quelque chose qui fait bouger 2 à 3 millions de personnes chaque année au Sénégal. Donc, je m'attarde un tout petit peu sur cette question-là parce que je pense que c'est intéressant de contextualiser très bien et de comprendre en quoi le personnage de Mohamedou Bamba est un personnage important au Sénégal. Et il a été chanté par absolument tous les artistes sénégalais importants, évidemment de Youssou N'Dour à Thione Seck. Et on en vient à Thione Seck parce que l'Orchestra Baobab en 1980, qui n'est pas à son premier album, mais qui est la première collaboration avec le label Silart à l'époque, il est évidemment constitué des ténors de l'Orchestra Baobab que sont Issa Sissoko, évidemment Barthélémy Atisso, et je veux dire que Barthélémy Atisso n'est pas un Sénégalais, il me semble que c'est un Togolais, donc ça vous montre aussi à quel point à l'époque, en Afrique, ce qu'on appelle la belle époque, on avait une forme de panafricanisme musical où des musiciens du Togo, de Guinée pouvaient créer des groupes au Mali, au Sénégal, et ça c'est une époque formidable qui aujourd'hui n'existe plus. Voilà. Et ça, il faut le dire. Donc, Barthélémy Atisso, qui est le leader
le guitariste du groupe de l'orchestra Baobab, même encore aujourd'hui en 2020. Charles Ndiaye qui est à la guitare basse. Faut quand même toujours rappeler la guitare basse à quel point elle est importante dans les cultures musicales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. On a Pabba qui accompagne à la guitare. On a Moutanga Kouyaté, quand même, il faut le dire, aux percussions. Et on ne peut pas parler de musique sénégalaise, de réhabilitation du folklore sénégalais, et notamment de ce qu'on appelle le tama et le mbalar, sans parler évidemment des percussionnistes, donc qui est Moutanga Kouyaté dans cet album-là. Medoune Diallo qui est au chant, qui avait déjà commencé à chanter dans le groupe de l'orchestra Baobab. Douga Dieng qui fait les maracas, parce que l'orchestra Baobab, c'est un groupe qui fait des fusions entre les musiques, ce qu'on appelle les musiques afro-latines et les percussions sénégalaises. Douga Dieng, je l'ai déjà dit, maracas et chant. Bala Sidibé, évidemment le grand Bala Sidibé qui est toujours aujourd'hui membre de l'orchestra Baobab, qui est au timbalas et au chant. Rodolphe Gomis qui est au chant. Et je termine par Thione-Seck, qui est aussi au chant, le jeune Thione-Seck. Peut-être pour ceux qui connaissent peut-être pas assez bien la musique sénégalaise, Thione-Seck qui est le père d'un des plus grands artistes de musique sénégalaise actuelle, de la pop sénégalaise actuelle, qui est Wally Seck. Donc Thione-Seck, le père de Wally Seck, qui débute sa carrière, qui avait déjà débuté à chanter, qui avait déjà commencé à chanter avant cet album-là, mais qui va avoir un énorme succès grâce à ce disque-là, avec la chanson qu'il interprète, qui est Mohamedou Bamba. Et donc, Thione-Seck qui fait un peu son entrée dans la cour des grands au Sénégal. À l'époque, l'orchestra Baobab est le groupe le plus connu. C'est un groupe qui existe depuis le début des 70, qui vient du Star Band de Dakar, qui jouait dans un club de Dakar. Donc, pour ceux qui connaissent la musique sénégalaise, la musique africaine, voilà, les groupes de l'époque jouaient beaucoup dans les clubs et se faisaient connaître comme ça. Et donc, les chanteurs souvent tournaient dans plusieurs groupes différents. Et ce qui est intéressant avec cet album-là, c'est qu'il y a 6 chansons. Et sur les 6 chansons, il y a 6 interprètes. Voilà. Et donc, ce qui donne une couleur musicale qui est assez hétéroclite et qui est en même temps, et ça c'est le génie de la direction artistique de Ibrahima Silla, qui a produit et dirigé artistiquement l'album, c'est cette diversité musicale qui existe. Et ces 6 chanteurs différents qui interprètent les titres, il y a une uniformité qui laisse la place à la fois à ces influences cubaines qui étaient très importantes, mais aussi à un retour du folklore sénégalais, des percussions sénégalaises, d'un côté extrêmement jazz et de la guitare qui est très importante. Donc, j'en reviens à notre jeune Thione-Seck qui, à l'époque, qui devait avoir quel âge? Peut-être 20 ans, 21 ans, Thione-Seck, je pense, quelque chose comme ça, et qui interprète extrêmement bien cette chanson Mohamedou Bamba, qui rend honneur, qui rend hommage à cette figure donc de la résistance anticoloniale française, à cette figure de l'islam noir, comme on l'appelle, l'islam sénégalais, du mouridisme, qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Et ce que j'ai envie de dire dans l'interprétation que Thione-Seck nous fait de cette chanson, il y a une interprétation qui sied absolument bien à la thématique de cette chanson, parce que c'est quand même une chanson qui parle d'un personnage religieux. Donc c'est assez particulier quand même de chanter un personnage religieux. Et je trouve que la voix de Thione-Seck, elle va absolument en fait avec le thème de la chanson. C'est-à-dire que il a une voix extrêmement limpide et une voix qui, on a l'impression, qui fait des invocations presque. Donc, évidemment, on va écouter parce que là, moi, je parle, je blablate, mais ce qui est mieux, c'est d'écouter l'interprétation, la façon dont Thione-Seck chante cette chanson, qui restera dans les annales absolument, parce que c'est une chanson qui a été reprise après et qui a été rechantée par Thione-Seck après, dans les années 80, 90, même dans les années 2000. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est évidemment de parler de la pochette, qui est une sublime pochette, peut-être qu'on dirait aujourd'hui en 2020 avec La Distance, qui est une pochette psychédélique, presque pop art en réalité. Et ça, j'ai envie de vous dire que si vous suivez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux de Syllart, on va vous mettre demain une vidéo inédite de l'interview du graphiste, du peintre, de l'artiste
Djibaten Sambou qui a fait cette pochette-là. Une pochette que je trouve magnifique qui, comme vous le voyez, représente un minaret. Voilà, là c'est le minaret ici. Et autour, c'est le baobab qui représente évidemment ce symbole aussi de la culture sénégalaise. Le soleil qu'on voit ici, Gouigui, en Wolof, ça veut dire baobab. Et là, on voit des yeux magnifiques. Et puis, je ne vais pas vous dire tout parce que du coup, il y a une vidéo qui sort demain d'une interview du graphiste et du peintre qui a fait cette pochette-là, qui s'appelle Djibaten Sambou, qu'on mettra en ligne demain. Voilà, et que vous trouverez sur la chaîne YouTube de Sylar Records. Alors, qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de parler évidemment de cette époque-là fabuleuse, qui, comme vous le voyez à travers la pochette, est une époque d'audace réellement, l'audace de mettre un minaret, donc un symbole religieux, avec toute une iconographie pop art, avec des couleurs extrêmement vives, avec un côté extrêmement psychédélique, un côté très... Djibaten Sambou lui-même a utilisé le mot d'ésotérique. Et je pense que c'est très important de vraiment mettre le doigt sur ça, de vraiment expliquer en quoi cette époque-là était la belle époque, parce que ces artistes-là, ils avaient de l'audace. L'audace dans leur approche de la musique, l'audace dans leur approche, vous voyez, iconographique. Et je pense que je vais peut-être terminer, avant de vous mettre le titre Mohamedou Bamba, et qu'on l'écoute ensemble, je vais peut-être vous dire les mots qui ont été utilisés et qui ont été gravés du coup sur la pochette du disque, le dos de la pochette du disque, et qui ont été écrites par le jeune producteur Ibrahim Massila, qui présente du coup le groupe. Alors il dit, je vais vous lire, « Cela fait une décennie aujourd'hui que l'orchestre Baobab Gouigui de Dakar est venu sur la scène musicale sénégalaise et au fil des années, il s'est taillé une place de choix dans le monde musical africain, relevant de surcroît la côte de la chanson sénégalaise. Le baobab symbolise l'enracinement de nos valeurs traditionnelles sénégalaises et africaines en général et l'ouverture aux apports fécondants des autres musiques du monde. Sous la direction du percutant saxophoniste Issa Sissoko et de l'inamovible guitariste Barthélémy Atisso, le Gouigui de Dakar œuvre à la réhabilitation et à l'épanouissement de la musique sénégalaise. Il ne s'agit plus, pour ces jeunes musiciens, de couler la musique sénégalaise dans les moules des danses étrangères. Maintenant, il faut styliser les danses populaires sénégalaises pour les introduire et les imposer sur la scène internationale. Cet album est donc à la mesure de l'ambition des artistes du Baobab Gouigui de Dakar et des productions Jambar qui font leur premier pas dans le monde de la phonographie. C'est donc pour marquer ce double événement que les éditions Jambar vous présentent ce disque très original et unique dans son genre. Et après, il y a des remerciements. Donc ça, c'est les mots que j'ai repris mot pour mot de jeune Ibrahim Massila, qui est donc le producteur de ce disque, le directeur artistique de ce disque, et qui, à l'époque, Sylar Productions, Sylar Records n'existait pas. Il était associé au fils du président Léopold Sédar Senghor, avec lequel il avait accès justement à ce studio qui s'appelle le Golden Baobab, et Ibrahim Mafal, qui était celui qui gravait, entre guillemets, et distribuait le disque. Et le producteur, c'était Ibrahim Massila. Voilà. Et je trouve ça super touchant et intéressant à chaque fois de lire les mots de cette époque-là, parce qu'il faut s'imaginer qu'ils avaient 23 ans, 24 ans, donc très jeunes, et qu'ils avaient déjà une ambition, et qu'ils savaient déjà vers où ils allaient, et ils savaient qu'ils avaient envie, comme lui-même le dit très bien, d'introduire et de populariser sur la scène internationale la musique sénégalaise. Et bien maintenant, du coup, on va écouter, parce que je crois que j'ai trop parlé. Alors...
bina. Biya mga tuba na yung tulang, tuba na yung wanibaka. Alis lang gintina, magpanapanay man. Jadi siya kumakay sa tuba, pati ano